Moi, j'avais une question concernant la lutte des classes. Autant Karl Marx mettait la dualité entre le prolétariat et la bourgeoisie, est-ce que de nos jours, c'est pas entre enracinés et déracinés qu'on retrouve cette lutte des classes? Oui, alors je sais que c'est une analyse d'un journaliste anglo-saxon, les gens de nulle part et les gens de quelque part, et c'est pas un concept qui me gêne. Je pense que vous avez raison d'y faire référence, parce qu'il y en a plusieurs. Je ne suis pas de ceux qui disent droite et gauche, ça ne veut plus rien dire. C'est faux. Ça veut toujours dire quelque chose. Souverainiste, par exemple, ou vassal, parce que là aussi, il faudrait trouver une espèce de nouvelle opposition. Ça veut dire aussi quelque chose. Et gens d'ici, gens enracinés ou gens déracinés, oui, ça veut aussi dire quelque chose. Oui, bien sûr. Mais ce ne sont pas des concepts contradictoires. Et souvent, d'ailleurs, ça se superpose un peu. On voit bien que les enracinés sont souvent des souverainistes, qui sont des gens qui estiment effectivement que le terroir, ça existe, que le lieu, ça veut dire quelque chose. Ça marche pour les fruits, ça marche pour les légumes, ça marche pour le vin. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour les hommes non plus, même si les hommes circulent, vont, viennent, etc. On sait bien qu'il y a des caractères, qu'il y a des tempéraments. Les terres protestantes ne sont pas les terres catholiques. Je parle de la France, mais ça pourrait être aussi l'Europe. On sait très bien que si vous grimpez dans les pays scandinaves ou si vous descendez en Italie, vous n'aurez pas du tout les mêmes façons de concevoir le monde. Le Nord et le Sud, souvent d'ailleurs, ça travaille les mêmes pays. Mais je pense que cette opposition, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle fait surgir dans la visibilité ou dans nos viseurs quelque chose qui a été évincé par les Maastrichtiens, c'est-à-dire la ruralité, la province, la campagne. Mais ça, c'est très ancien. J'ai coutume de dire que c'est Tocqueville qui m'avait appris ça. Alors, pas de la démocratie en Amérique, un livre un peu pénible, mais il aurait pu faire un peu plus court, mais un livre dont on parle beaucoup moins, qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Et j'avais lu ce livre, j'ai lu 2 fois. La première fois, j'ai lu, je me suis dit, il n'est pas question de Saint-Just, de Danton, de Robespierre, de Marat, de Charlotte Corday. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la Révolution française? En fait, c'est pas une histoire de la Révolution française. C'est pas Michelet, c'est pas Taine, c'est pas tout ça. C'est une réflexion sur ce qu'est la nature de la Révolution française. Et il dit, Tocqueville, la Révolution française n'a rien changé parce qu'elle a gardé la centralisation qui procède de Philippe le Bel. De Philippe le Bel à Tocqueville, la période de Tocqueville, il dit, Révolution française comprise, il dit on a gardé la centralisation. Mais on pourrait continuer aujourd'hui jusqu'à Macron, c'est-à-dire jusqu'au général de Gaulle, mais jusqu'à Macron. La Ve République parisienne, elle est dans une logique urbaine, dans la logique des gens qui ne regardent pas le ciel et qui ne savent pas ce qu'est le ciel. Alors, il n'y a pas que les villes en France, il n'y a pas que les mégapoles. Les Girondins qui ont ma sympathie disaient, à l'époque il y avait 83 départements, qu'il fallait que la souveraineté elle soit proportionnée aux départements. 83 départements, ils disaient Paris doit peser 1/83e de la représentation nationale. C'est un programme politique terrible, formidable, qui me plaît moi. Mais c'est effectivement une façon de dire, Philippe le Bel a fabriqué un État centralisé, nous sommes toujours sur cette logique de l'État centralisé, et l'État centralisé ne connaît que Paris, ne connaît que la décision qui vient de quelques endroits dans Paris, et tout est centralisé. Et si vous voulez faire aujourd'hui une carrière, un peu moins maintenant avec l'informatique qui permet quand même un genre de décentralisation, mais si vous voulez faire carrière, il faut monter à Paris, comme on dit. Et il y a une espèce de concentration des énergies nationales dans cette capitale où vous avez 20 personnes, 30 personnes qui font la politique, 20 personnes qui font la gastronomie, 20 personnes qui font l'art contemporain, 20 personnes qui font... Enfin, c'est parfois 17, c'est parfois 40, mais un petit monde qui fait la loi. Donc oui, ce monde-là, il est cosmopolite, il est planétaire, il prend des avions, il circule, il va, il vient, il parle aussi bien en français qu'en anglais, mais il peut avoir une 3e ou une 4e langue. Il peut jongler sans difficulté dans un dîner où il va parler de littérature, de poésie, de musique, etc., etc. Ce monde-là, effectivement, il existe et il fait la loi. Et ce monde oublie qu'il y a aussi un monde de gens qui ont des difficultés avec la langue française, c'est pas pour parler anglais, qui n'ont pas des difficultés avec la littérature, mais qui ne savent pas ce qu'est la littérature parce qu'on ne leur aura pas transmise, qui ne connaissent pas la peinture, la littérature, la musique, et puis qui vivent en province en se disant mais on est loin du monde, tout est compliqué. Vous habitez Paris, vous prenez un avion, prenez un TGV, tout est facile. Moi, j'habite en province, j'habite en Normandie. Eh ben, pour pouvoir prendre un avion à Paris, il faut déjà que je vienne de province. Et vous le savez. Et donc, il faut faire quand Paris, et puis après Paris, si c'est une autre gare, si c'est un aéroport, etc. Puis après Paris et l'autre endroit où on va, et on se dit, ben voilà, là c'est pareil, la géographie en fait la démonstration, tout doit passer par Paris. Et si on veut vraiment aujourd'hui retrouver un sens à la politique, c'était une proposition positive pour le coup que j'ai faite dans un livre qui s'appelait Décoloniser les provinces, dont personne n'a parlé.
C'était mon programme politique aux dernières présidentielles. Personne n'en a parlé. Personne. Pas une invitation, pas un papier, pas une presse, pas une radio, rien du tout. Parce qu'effectivement, on ne veut pas entendre ce discours-là. Un discours anti-jacobin, parce qu'ils sont tous jacobins. Marine Le Pen, elle est jacobine. Jean-Luc Mélenchon, jacobin. Macron, jacobin aussi. Quand vous avez deux comiques, là, comme Alain Juppé ou Raffarin, qui disent il faut être girondin, etc., mais ils ne veulent pas de girondin. Ils veulent, dans leur province, pouvoir être un jacobin. C'est pas de ça, être girondin. Être girondin, c'est donner le pouvoir au peuple. C'est pas donner le pouvoir à un petit roi en région. C'est pas ça qui est intéressant. Donc je pense que cette opposition, et vous avez raison de la signaler, entre enraciné et déraciné, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas le culte des racines non plus. Hein. Je veux dire, si je devais ne vivre que dans mon village, ma campagne, etc., ça n'irait pas non plus. Il faut les deux. C'est-à-dire, pour pouvoir faire le tour de la planète, il faut un port d'attache. Pour que vous ayez la possibilité d'immenses frondaisons, il faut des racines. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent le pays natal, l'enracinement, le terroir, enfin toute la tradition, pour le coup, d'extrême droite, et qui n'est pas la mienne, mais juste de dire que nos racines soient l'occasion d'avoir des frondaisons sublimes, que notre port d'attache soit l'occasion de faire le tour du monde, mais qu'on puisse y revenir aussi. Et cette dialectique entre le port d'attache, les racines d'enracinement, le tour du monde et le retour au port d'attache m'intéresse beaucoup plus que ces gens qui pensent que la France, c'est Paris. Et Paris, c'est, par exemple, pour la littérature, le 6e arrondissement, point à la ligne, puis on ne va pas au-delà, quoi. Je pense que ce que tu me posais tout à l'heure comme question renvoie effectivement au retour de ce refoulé-là. Les ronds-points, c'était la province. C'était la campagne. C'était les gens qui, à la sortie de leur sous-préfecture, dans les endroits moches, où vous avez des ronds-points moches, avec des œuvres d'art moches, qui coûtent beaucoup d'argent, eh bien, vous avez des gens qui sont venus là, ils ont dit, allez, on met un barbecue, on met de la saucisse, on ouvre une bière, et puis on refait le monde, et puis on boit un petit coup, puis on refait... Là, d'un seul coup, une convivialité réapparaissait, ils se disaient, mais la province, ça existe, c'est nous. La ruralité, ça existe, c'est nous. Et c'était là qu'était le génie des Gilets jaunes. C'était ça qu'il aurait fallu garder, en disant, on bouge pas d'ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir paralyser le pays s'il le faut. Et on va pas paralyser le pays le samedi après-midi aux Champs-Élysées. Il n'y a pas de problème. Mettre des militaires, des flics partout. Et puis le lendemain, on met juste les médias pour dire, vous avez vu, ils ont fait un trou avec un pavé. Vous avez vu, ils ont renversé une voiture. Vous avez vu, ils ont mis le feu à la poubelle, etc. Ah là là, c'est quand même des délinquants, etc. Cette logique girondine, elle m'a paru belle dès le départ, puis après je me suis dit, ben voilà, comme d'habitude, le petit peuple s'en prend plein la figure, et comme d'habitude, c'est lui qui, aujourd'hui, est rentré chez lui en se disant, on nous a volé notre jacquerie. Vous savez, la Révolution française, c'était ça aussi. Hein. Elle ne s'est pas faite au départ, alors aujourd'hui on réécrit l'histoire en disant, oh là là, le roi, Varennes, la République, tralala, tralala. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est sauvage, ça va, ça vient, ça tombe, ça se relève, etc. Vous avez des gens qui, au bout de 3 ans, 4 ans, 93, ceux qu'on appelle les enragés, Jacques Roux, d'Olivier, etc., Claire Lacombe, des gens dont on ne parle jamais, tout le monde connaît le nom de Robespierre, de Saint-Just et de Marat, mais pas de ceux-là. Et Jacques Roux, d'Olivier ou Lacombe, par exemple, disent, mais nous, on n'a pas fait la révolution pour avoir la République plutôt que la monarchie, on s'en fout. On n'a pas fait la révolution pour avoir plutôt Rousseau que Montesquieu, c'est-à-dire plutôt une république qu'une monarchie éclairée ou constitutionnelle. Ça ne nous intéresse pas, on veut des chandelles pour éclairer notre maison. On veut du lait pour donner à manger à nos enfants. On veut du savon pour pouvoir se laver. Ce sont des gens qui ont dit ce que les Gilets jaunes ont dit. Ils n'ont pas dit on veut un changement de régime. Ils n'ont pas dit on veut renverser le pouvoir. Ils ont juste dit on a faim, on voudrait manger. On voudrait juste de la dignité. On voudrait pouvoir mettre de l'essence dans notre voiture parce qu'on en a besoin pour travailler. Ils ont juste dit ça au départ, les Gilets jaunes. Et ce sont les enracinés. Et en montant à Paris, effectivement, ils ont détruit un peu la cause puisqu'ils devenaient récupérables par le pouvoir, mais ils devenaient aussi récupérables par les contre-pouvoirs qui veulent le pouvoir à la place des autres. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ces gens qui demandaient du savon, de la chandelle et du lait pour leur famille, qu'est-ce que Robespierre en a fait ? Guillotine. Il les a fait guillotiner. Donc Robespierre, le jacobinisme, il était là pour le peuple c'est moi, etc. Mon œil. Le petit peuple, il a fait les frais de la Révolution française. Et puis quand Napoléon est arrivé, il est parti sur les champs de bataille et il s'est fait détruire. Et quand les Jacobins ont confisqué les biens de l'Église, et qu'ils ont piqué de l'or, et qu'ils ont piqué des calices, des ciboires, qu'ils ont piqué des œuvres d'art, qu'ils ont piqué tout ça dans les châteaux aussi, et à un moment donné, ils ont mis ça en vente. Il ne faut pas être grand clair pour se dire, si vous mettez ça en vente, qui va acheter ? Pas le type qui ne peut pas acheter de la bougie, qui ne peut pas acheter du lait, qui ne peut pas acheter du savon. Ce n'est pas ceux-là qui ont acheté, c'est les bourgeois.
C'est ceux qui s'étaient enrichis. La Révolution française a été faite par la bourgeoisie pour enrichir cette bourgeoisie qui, d'ailleurs, avec Napoléon, a pris le pouvoir. C'est pas compliqué. Et la Révolution industrielle arrivant, on a vu ce que ça a donné avec des réactions qui ont été la naissance du socialisme, la naissance du communisme, la naissance de l'anarchisme avec Proudhon. Et simplement, on a vu qu'avec la Révolution française, eh bien, comme toujours, le petit peuple faisait toujours les frais. Et on peut continuer. 1830, 1848, 1871, la Commune, mai 68. Mai 68, ça a généré quoi pour les gens modestes, pour les gens pauvres? Mai 68, rien du tout. Et on a augmenté les salaires, et puis après on a augmenté le coût de la vie, puis tout le monde est reparti bosser, l'affaire s'est trouvée réglée, et puis après, ici, il est arrivé des révolutions sociétales, je dirais. La pilule pour les femmes, encore qu'on oublie que la pilule, c'est 67, c'est Lucien Neuwirth et c'est sous De Gaulle. C'est pas mai 68, c'est avant mai 68. Et puis après, il y a eu des choses, planifamiliales, formidables, l'égalité des hommes, des femmes, etc. Formidable, tout ça était évidemment formidable, il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Mais juste que moi j'ai vu dans ma campagne natale, hein, eh bien, mai 68, ça n'a pas produit beaucoup d'effets pour les travailleurs, pour les ouvriers, qui ont continué à se faire exploiter. Simplement, on les tutoyait plus, on leur mettait plus un coup de pied aux fesses, mais ils étaient payés aussi peu cher. Donc ce que j'ai vu avec tristesse, avec bonheur au départ dans les Gilets jaunes, avec tristesse ensuite quand je les ai vus se faire récupérer, jusqu'à Francis Lalanne et Bernard Tapie, et je me suis dit, bah, ça y est, ils se font voler leur révolution. Toute jacquerie qui est confisquée génère un jour une révolution. Et je crois effectivement que cette jacquerie confisquée, car elle l'a été, eh bien, est susceptible de générer encore une révolution. Nous parlions tout à l'heure du post-démocratique dans lequel nous nous trouvons, de la démocratie illibérale, pour utiliser le mot de mes adversaires, je ne vais pas dire nos adversaires, mais on parle de démocratie illibérale en Turquie, de démocratie illibérale en Russie, on parle de démocrature aussi. Je dis, mais c'est nous, la démocratie illibérale. La démocrature, j'aime pas les néologismes, mais la démocrature, c'est nous aussi. Il faut arrêter. Quand on a le choix entre un maastrichtien et un maastrichtien, sous prétexte que l'autre, de toute façon, c'est le nazisme, il faut l'amener aux portes du pouvoir. Et puis entre les deux tours, il faut juste dire que, attention, c'est le nazisme et qu'il ne faut pas voter pour le nazisme. Donc ça fait depuis 83 qu'on vote pour le même programme politique. De sorte qu'il y a effectivement matière à la situation pré-révolutionnaire. Il y a des gens qui répandent de la poudre et qui ne s'aperçoivent pas qu'ils répandent de la poudre, et certains en répandent en grande quantité parce qu'ils n'écoutent pas ce que dit le peuple, ils n'écoutent pas la souffrance du peuple, et que le propre du chef de l'État, c'est d'entendre son peuple. C'est d'entendre ce qui se trouve dit. C'est pas de gouverner de manière démagogique. C'est juste dire j'entends, il y a des choses qui ne vont pas, et l'idée de dire, comme Emmanuel Macron, je vais faire un tour de France pour savoir quel est votre problème, terrible. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Il a besoin d'aller voir les gens pour savoir ce qu'est la souffrance française. Mais il aurait pu juste lire La misère du monde de Bourdieu, il nous aurait économisé beaucoup de dépenses, et puis il se serait économisé du temps, il aurait pu travailler, parce qu'il n'a pas travaillé pendant qu'il faisait ces speeches-là. Et moi, ça me paraît terrible que quelqu'un dise « Ah, mais j'ai besoin d'aller voir ce que pense la France alors qu'il est président de la République. » Normalement, vous devez savoir. Et vous êtes là, non pas par la force des baïonnettes, mais par la force de la volonté souveraine du peuple. Le chef de l'État, il sert le peuple, il ne se sert pas du peuple. Et l'une des définitions de la disparition de la démocratie, c'est quand le chef de l'État se sert du peuple, et quand il a oublié qu'il devait servir le peuple. Quand on ne sert pas le peuple, alors à ce moment-là, effectivement, on est dans l'autocratie, on est dans la tyrannie, on est dans la dictature, et pas besoin de dire « mais c'est tout de même pas le Chili de Pinochet » pour dire « c'est donc bien la preuve que c'est pas une dictature ». Non, ça a changé. Les dictatures ne sont plus celles de l'époque romaine, ça n'est plus la dictature non plus de Cromwell, ça n'est plus non plus la dictature de Pinochet, ça n'est pas non plus la dictature de Mao, ça peut être une autre dictature qui dit au peuple « cause toujours tu m'intéresses, mais de toute façon, nous sommes des Saint-Simoniens, nous savons ce qui est le bien pour toi, on te demande si tu es d'accord, on est d'accord avec toi, si tu votes mal, on s'en fout, de toute façon, on va t'imposer ça et tu n'auras pas le choix ». Ça ne dure pas une éternité, le mépris du peuple.